Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le contrôle directement des GPIO du Raspberry Pi 5. Pour le faire, on va utiliser les registres du RP1, qui est le chip qui s'occupe de faire la gestion, entre autres, des GPIO du Raspberry Pi 5. Et tout ça, on va le faire en C++ pour avoir un contrôle direct du matériel. Alors, on commence ça maintenant. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours faire un petit pouce en l'air pour l'indiquer, c'est toujours bien apprécié. Un petit retour sur le côté matériel, donc on va vouloir utiliser les GPIO sur notre Raspberry Pi 5, donc le 40 broches d'entrée-sortie. Et pour faire ce contrôle, nous allons utiliser le GPIO 17 qu'on avait utilisé dans la vidéo précédente pour contrôler un LED, puis on a essayé d'aller le plus vite possible. Et on avait obtenu un maigre 900 kHz et qui est vraiment lent quand on y pense. Donc la meilleure performance qu'on avait obtenue, c'était avec la librairie WaringPi qu'on avait installée. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Le lien va être dans la description plus basse. Présentement, on a un Raspberry Pi 5. Son horloge est de 2.4 GHz. Il est cadencé avec un ARM de 4 cœurs. Et on obtient 900 kHz. Donc, si on prend en comparaison notre Arduino Micro qu'on utilisait dans d'autres expérimentations, son horloge était de 16 MHz, ce qui correspond à un tick interne de 62,5 nanosecondes. Bon, ça prenait 2 ticks pour faire une opération sur les entrées-sorties. Si on faisait des masques et ou, si on faisait des affectations directes, on pouvait le faire en 62,5 nanosecondes, mais ce n'est pas viable quand on veut contrôler 8 bits de contrôle en même temps. On voyait là, que c'était un peu la seule façon de faire les sets et les clears. On se ramassait avec 2 coups d'horloge, donc 125 nanosecondes à on, 125 nanosecondes à off. Ce qui nous donnerait la période la plus rapide de 250 nanosecondes, soit 4 MHz. 4 MHz contre 900 kHz. C'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est vraiment trop lent au niveau du Raspberry Pi. Et la raison, c'est les librairies qui nous sont offertes. Dans le cas du Arduino Micro, on faisait le contrôle directement sur les registres. Alors, on va faire la même chose avec notre Raspberry Pi. Le ARM qui utilise le Raspberry Pi 5, c'est le BCM2712, donc qui est la suite du 2711 qui était précédemment. Et il est relié au RP1 qui gère certains des périphériques. Donc, c'est vraiment le processeur qui s'occupe des périphériques pour le Raspberry Pi 5. Il est relié par un port PCI Express 2.0 X4. Bon, ça nous permet, cette version-là, d'obtenir des transferts de données entre les deux de 2 gigaoctets par seconde. Donc, c'est probablement pas là qu'il y a un problème. C'est pas dans l'échange des données entre les deux, mais bien probablement sur la façon dont sont faites les librairies qui sont actuellement compilées sur le BCM 2712. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une partie des périphériques qui sont disponibles à partir du RP1 sont attribués au GPIO. On peut voir qu'il y a des capacités quand même assez grandes, là, plusieurs SPI, UART, I2C, faire du PWM, de l'audio. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi des timers de Watchdog, toutes sortes de patentes qui sont disponibles. Avec la documentation, on est capable de naviguer pour être capable de contrôler une partie de ces systèmes-là. Puis on va aller justement regarder ce qui nous intéresse aujourd'hui, les GPIO. On va regarder les fonctions des GPIO qui sont disponibles actuellement. D'un côté, je vous place le connecteur 40 pins. De l'autre côté, on peut voir un extrait de la table 4 de la documentation du RP1 qui nous donne les fonctionnalités alternatives pour les différents GPIO. Puis si on fait une analyse, bon, par exemple, le GPIO 2 puis 3, et si on regarde les GPIO 2 puis 3 puis qu'on agrandit la zone, on peut voir que les fonctionnalités SDA puis SEL, donc I2C, sont disponibles pour le mode 3 sur ces GPIO-là. C'est celui qui est activé par défaut. On peut faire le même exercice avec notre UART 0 qui actuellement est sélectionné et une des fonctionnalités des GPIO 14 et 15 et qui sont la fonctionnalité 4. Si on reprend l'exemple du UART qui fera l'objet probablement d'une autre vidéo dans laquelle on verra toutes les ports série, comment on peut faire pour contrôler toutes les ports série sur notre Raspberry Pi. Et on peut voir les 5 là, sont illustrés ici. Donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 0
qui sont disponibles directement ici. Donc, on a vraiment nos 5 UART. C'est juste qu'il faut aller sélectionner les fonctionnalités alternatives sur ces GPIO-là pour qu'ils soient fonctionnels et disponibles. Alors, les registres des GPIO, on voit qu'il y a 2 registres qui sont associés à chacun des GPIO. On a le registre de statut puis le registre de contrôle. C'est des registres qui sont 32 bits. On peut le voir ici par le décalage des adresses. Donc, on commence à l'adresse 0, puis 4 plus loin, on a le prochain, 4 plus loin, on a le prochain. Donc, c'est des 32 bits. On vient voir au niveau du statut. Dans ce cas-ci, le statut ne nous intéressera pas beaucoup aujourd'hui. Ça serait plus intéressant au niveau d'une entrée. Donc, par exemple, si on faisait un bouton, là, ça pourrait nous intéresser parce qu'on irait faire la lecture. Aujourd'hui, on fait le contrôle. On veut affecter une valeur vers l'extérieur. Regardons le registre de contrôle. Encore une fois, on a nos 32 bits. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les 2 sections qui sont ici. Donc, dans un cas, la sélection de la fonctionnalité et sur 5 bits au total. Bon, on voit, nous, évidemment, on va vouloir mettre en sortie notre broche 17, puis on va vouloir la contrôler comme un GPIO. Mais avant, on va regarder, donc ici, ça nous permet de décider est-ce qu'on active en sortie cette broche-là et aussi, est-ce qu'on veut la mettre à 1 ou à 0? Donc, d'un côté, on active le driver de sortie et de l'autre, on dit l'état qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut pousser ou tirer sur cette entrée-sortie-là? Il faut savoir que le RP1 puis le BCM n'ont pas le même système d'adressage. D'un côté, il y en a un qui est à 40 bits, puis l'autre qui fonctionne avec 32 bits. Donc, si on prend pour les périphériques dans le RP1 commencent à l'adresse 0x4 avec 7 0 à la suite. Ça, c'est là où débutent les périphériques. On regarde là, comment ils seraient découpés à l'intérieur. On retrouverait les GPIO à l'adresse 0x4, 00D, 0000. Et les pads, c'est un autre registre de contrôle qui nous permet, lui, de décider, par exemple, c'est quoi le courant maximum qu'on peut sortir à partir de l'entrée-sortie. Pour les GPIO, notre adresse de départ dans l'adressage 32 bits, ça va être 0x400D 0000 et pour les pads, ça va être 0x400F0000. Comme je disais, pour le BCM, là où se trouve notre programme, ça ne sera pas la même adresse, il va y avoir un décalage. Tout est décalé à partir de l'adresse 0x1F00000000. Le 0 est super important, il ne faut pas se tromper. Puis ça va nous permettre d'accéder à ce qui est à 400. Donc, le décalage, après ça, se fait 1 pour 1. Comme on peut voir, par exemple, pour les GPIO, ça serait 1F 3.0, puis après ça, c'est notre D0000. Si jamais vous essayez de faire un accès vers des adresses qui sont à l'extérieur de vos variables, qui sont donc de la zone d'adressage qui est attribuée à votre programme, vous allez avoir une erreur de segmentation. Le programme va fermer. Pour être capable d'avoir un accès vers cette zone-là, on doit faire un memory map. Bon, en Linux, pour faire le memory map, c'est simple, c'est comme ouvrir un fichier, puis il y a certains fichiers qui ouvrent certaines zones de mémoire de notre noyau. Pour faire le memory map, il y a donc 2 étapes. La première, c'est d'ouvrir la zone de mémoire en lecture et écriture, dans le cas à nous, parce qu'on veut faire pas juste de la lecture, mais on veut aussi faire de l'écriture. On va vouloir les modifier, les registres. Et ensuite, faire le mapping lui-même. Donc, une fois qu'on a accès à cette zone-là, on va pouvoir s'envoyer des pointeurs vers ces adresses-là en mémoire, puis ensuite se promener, puis faire les consultations ou modifications qu'on voudra faire. Il y a 2 façons de faire le mapping vers la zone de mémoire qui nous intéresse aujourd'hui. La première, c'est qu'on va essayer de faire une demande en écriture et lecture sur le fichier MEM du répertoire dev. Bon, ici, quand on va faire les modifications, il faudra faire avec un offset de mémoire parce qu'au fond, lui nous donne un accès à presque la totalité de la mémoire. Il va falloir utiliser sudo parce que c'est un très très grand pouvoir, cette zone de mémoire-là, et ça demande de rentrer en mode super utilisateur. D'un autre côté, on peut faire une demande d'accès de mapping sur seulement la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, il y a un avantage de le faire. Il y a un double avantage. Premièrement, on n'a pas besoin de faire d'offset. Il va nous démarrer directement au registre de GPIO. Fait qu'on n'a même plus besoin de faire l'offset par rapport à 0xD. Là.
Puis en plus de ça, ben, on n'aura pas besoin de sudo parce qu'on n'est pas dans une zone complète, on est dans une zone qui est opérable, la zone des GPIO. Pour ouvrir la zone de mémoire en lecture et écriture, on va simplement utiliser la commande open. On va ouvrir le fichier, puis on dit dans quel mode on voudrait l'ouvrir. Dans le premier exemple, on va donc récupérer, c'est un entier qui nous est renvoyé pour identifier le handler, si vous voulez, du fichier. Puis ensuite de ça, on utilise la commande open, on spécifie le fichier qu'on vise, puis on donne le mode dans lequel on veut l'ouvrir. Donc, dans notre cas à nous, on veut l'ouvrir en lecture et écriture et on veut aussi avoir une synchronisation des données. Ça évite dans certains cas d'avoir des données qui ne sont pas rafraîchies. Ça serait exactement la même chose pour ouvrir DevMem. Pour faire le mapping, la commande qui est utilisée, c'est memory map, pour laquelle il faut définir le type dans lequel on veut caster. Dans notre cas, nous, on veut caster vers des mémoires qui sont des 32 bits. On l'avait vu dans la documentation précédemment. Donc ici, on a GPIO map qui est un pointeur vers un UINT 32 bits. On va le caster pour que la gestion de la mémoire se fasse et puis les sauts se fassent selon des 32 bits. Le premier paramètre qu'on donne, c'est où on voudrait envoyer ce mapping-là. Dans ce cas-ci, on ne le spécifie pas. En fait, la majorité du temps, on ne va jamais spécifier ce paramètre-là. Ensuite de ça, on doit déterminer sur quelle zone on veut l'avoir. Donc, nous, on commençait à 0, mais on sait qu'on avait un décalage à 0x D0000, mais aussi si on voulait avoir les pads qui nous permettent de contrôler la puissance, entre autres, de nos entrées-sorties, il faudrait aussi englober le 0xF0000. Donc, pour englober la totalité de cette zone-là, on se prend le segment complet, donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, pour être capable de voir toute la zone, autant vers la fin de les GPIO et pads. Ensuite de ça, on dit dans quel mode on veut l'avoir. Donc, on veut être capable de faire ce mapping-là avec des accès en lecture et écriture. On veut aussi faire un share pour ne pas limiter d'autres applications qui sont en train d'utiliser cette zone de mémoire-là. On ne veut pas que ça devienne une utilisation exclusive. Ensuite de ça, on passe le handler qu'on avait pris pour le fichier. Puis, ensuite de ça, dans ce cas-ci, avec DevMem, il fallait dire à partir de où en mémoire on voulait débuter cette lecture-là, parce que DevMem nous donne un accès complet sur la mémoire. Donc là, on disait, OK, tu vas commencer à 0x1f pour faire ce mapping-là. C'est quand même plus simple. Et un autre avantage, comme je disais, là, au niveau de l'exécution, tantôt, on n'aura pas besoin de mettre sudo si on utilise le mapping dans la zone GPIO MEM0. À ce niveau-là, c'est la même approche pour le départ. Pour la zone, ben là, on a besoin d'être moins gourmand. On a juste besoin d'avoir la zone qui nous concerne nous. On commence le mapping à partir de D. Fait que si on va avoir l'accès jusqu'à F, on a besoin de 1, le E2, puis F3. Donc, on a besoin de 3, 0, 0, 0, 0 comme grosseur pour avoir aussi accès à pads. Ensuite de ça, on dit dans quel mode on veut l'avoir en lecture et écriture. Encore une fois, on veut partager la mémoire, on ne veut pas être les seuls à l'utiliser au cas où il y a d'autres applications en cours. On passe le handler qu'on avait récupéré pour l'ouverture du fichier, puis finalement, on dit qu'on n'a pas d'offset parce qu'on commence directement à 0 ici avec le GPIO. On commence vraiment ici. Donc, notre offset est de 0 dans ce cas-ci. Une fois qu'on a fait le mapping, il faut le vérifier parce que si ça n'a pas fonctionné, on arrête ça là, ça ne sert à rien. Le reste du programme va nous donner des erreurs de segmentation de toute façon. Donc, on vérifie si le mapping a échoué. Donc, on va avoir un code, une valeur qui va nous indiquer qu'il y a une erreur. Puis aussi, dans la variable erreur no, on va nous donner le code d'erreur qui correspond à l'erreur qui est arrivée. Bon, qu'est-ce que c'est, par exemple, une zone à laquelle vous n'avez pas accès? Vous avez oublié de mettre sudo. Par exemple, lorsque vous l'avez démarré votre application, alors que vous deviez le faire, ou est-ce que le fichier n'existe pas? Bref, ça va nous informer sur ce qui ne va pas, puis nous permettre de faire les correctifs. Et tout de suite après, on ferme le handler parce qu'on n'en a plus besoin pour la suite. Là, évidemment, si on est rendu là, c'est que tout a fonctionné. On l'a fermé dans les deux cas. Dans l'exemple qu'on va faire, on va utiliser GPIO MEM0. Donc, parce que c'est mon préféré, on n'a pas besoin de rentrer sudo lorsqu'on va lancer le programme, ce qui fait une source d'erreur de moins. On se souvient qu'il y avait, GPIO, il y avait status et contrôle et chacun représente 32 bits, qui nous donne envie de faire une petite stratégie
c'est d'utiliser les structures pour nous permettre de naviguer dans la mémoire pour chacun des GPIO. Parce qu'on voit que chacun des GPIO aura deux registres associés. Pourquoi pas faire une structure, ce qui va nous permettre de faire des blocs qui représentent chacune. Ici, j'ai le GPIO map. On voit son type, c'est uwin32 étoile, mais on va se définir un type structure pour lequel on va avoir d'abord l'élément statut puis l'élément contrôle. J'ai appelé cette structure-là GPIO underscore S juste pour se rappeler que c'est une structure. Ensuite, je fais une définition GPIO pour laquelle le casting sur le pointeur se fait de façon automatique, ce qui va faire en sorte que l'écriture va être simplifiée. Ça va donc nous permettre d'accéder au GPIO comme si on utilisait un tableau. C'est quand même pratique. C'est bien, on a une méthode d'accès vers les registres. Il faudrait aussi savoir quelles valeurs on veut mettre dedans. Donc, avant de commencer à coder, on va regarder ce quoi les valeurs qu'on va vouloir mettre à l'intérieur. Je rappelle que nous, on veut contrôler le GPIO 17, puis ce qu'on va vouloir faire, c'est de le mettre dans le mode 7 où il est simplement un GPIO bien ordinaire. En théorie, c'est déjà son mode. Donc, on ne devrait pas avoir à faire aucune manipulation à ce niveau-là. Mais vu qu'on va faire des affectations pour aller plus rapidement, au lieu de faire des ou égales puis des et égales, on va donc utiliser tout le temps juste le égal. Ensuite, on avait aussi, est-ce qu'on veut le mettre en sortie, donc l'activation de la sortie. Pour ça, il va falloir mettre la valeur 3 pour les bits 14 et 15 et on va jouer entre la valeur 2 et 3, dépendamment de ce qu'on va vouloir avoir, pour les bits 13 et 12. On regarde ce que ça va donner. Donc, pour simplifier l'accès, ce qu'on va faire, on va utiliser une fonction qui va s'appeler setGPIO pour laquelle on va dire quelle broche on veut manipuler puis quel niveau qu'on veut imposer. Tout ça va tout le temps supposer qu'on veut retourner dans le mode 7 pour ce GPIO-là. On dit donc si le niveau est différent de 0, on va rentrer dans le GPIO à l'index pin, point contrôle, parce que là, on veut avoir la partie contrôle. Là, on disait, je veux avoir le mode 7, je veux avoir la valeur 3 décalée de 14 pour être Enable Output, puis la valeur 3, parce que là, on veut être à high, décalé de 12 pour la valeur qu'on veut envoyer. Exactement la même chose, sauf qu'ici, on décale 2 de 12 quand on veut avoir un output qui est à low. C'est la seule chose qui varie entre les deux. Je les ai mis au long, on pourrait faire une combinaison. C'est moins lisible, peut-être plus cool, mais toujours moins lisible. Puis l'idée ici, c'est que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de faire. C'est toujours un petit rappel. Ici, je fais vraiment l'affectation et ça change tout. Donc, si vous décidez d'y aller avec un ou égal ou un et égal en récupérant la valeur précédente, ça va provoquer une lecture aussi de registre. Et puis là, vous allez retourner aux performances comparables à Warring, où ce que vous allez tomber en bas du mégahertz pour le contrôle rapide du GPIO. Ce code-là, on l'avait vu précédemment. Puis dans une boucle infinie, là, on a vu aussi que les boucles n'affectaient pas le temps, donc on peut les laisser aller, puis ça n'affectera pas la rapidité, donc on peut le cascader plusieurs fois, GPIO, cette GPIO, ça n'irait pas mieux, ça n'irait pas plus vite. Puis on le met sur la broche 17 à 0 et à 1, et les résultats qu'on obtient directement, c'est 20 MHz, là, 25 nanosecondes, et c'est la meilleure performance que vous allez pouvoir obtenir. Si vous obtenez mieux que ça, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais me rétracter, mais je suis pas mal confiant. Mais avant de finir, on va aussi regarder le registre PADS. Donc, le registre PAD, on l'avait utilisé dans le mapping pour pouvoir y avoir accès. On va regarder à quoi il nous sert exactement. Une des premières choses que PADS nous permet de faire, c'est de déterminer le niveau de tension de fonctionnement de nos GPIO. Par défaut, on peut voir que c'est la valeur 0 et que cette valeur-là fait en sorte que nos GPIO fonctionnent à 3.3 volts. Ensuite, pour le reste de la zone, on peut voir qu'il y a un offset. Le premier offset, c'est 0x4. Pourquoi? Parce que le registre précédent, il était de 32 bits. Chacun des bits représente est affecté à un IO. On n'a pas nécessairement 32 IO, GPIO, mais au fond, si on veut modifier le niveau de tension de fonctionnement du GPIO 17, il faudrait prendre le bit qui est à la position 17. Donc, chacun des bits est affecté à chacun des GPIO. Ensuite de ça, il y a 32 bits associés à chacun des GPIO qui sont disponibles. Le décalage commence à 4, comme on disait. On a nos 32 bits
qui nous permettent de contrôler un paquet de patentes vraiment cool, comme par exemple, est-ce qu'on veut avoir un fast ou un slow au niveau du slew rate, donc la vitesse de changement de nos brushes. On peut contrôler est-ce qu'on veut avoir un courant de 2 mA, on peut aller jusqu'à 12 mA sur le GPIO. Est-ce qu'on veut activer les pull-ups? Là, pour la lecture des boutons, ça nous évite d'avoir, par exemple, d'ajouter une résistance physique sur le montage. On peut même activer une pull-down, donc ce qui est un peu différent là, de certains microcontrôleurs qu'on avait déjà utilisés précédemment, où on avait seulement les pull-ups qui étaient disponibles. Ici, on a même la pull-down qui est disponible. Vu la multitude de significations des différents bits, ben, ça peut être intéressant encore une fois de se faire une structure dans ce cas-ci. On peut se faire une structure pour les différents binaires pour chacun. Donc le slew fast, je lui donne un bit, le Schmitt trigger un bit, le pull down enable, pull up enable un bit, un bit. Il y avait 2 bits associés pour la drive. Ensuite de ça, on avait le IE qui était un bit, le output disable qui était un bit, puis les derniers bits qui étaient réservés. On peut voir ici, on a nos 32 bits au total qui sont dans notre structure que j'ai appelée pad S. Puis ben, ça peut être intéressant dans certains cas de l'accéder directement par 32 bits ou de l'accéder par élément. Donc, je fais une union entre les deux. Donc, je me définis un type union pour lequel j'ai un 32 bits qui s'appelle data. Sinon, S va me permettre d'aller chercher les éléments de la structure que je me suis défini. Et tout ça, j'appelle ça pads U pour union. Donc, ce qui me permet de nous rappeler que maintenant, je manipule l'union et non pas la structure. Et pour rendre ça lisible, je me fais un autre define qui s'appelle pads, qui lui va faire un casse vers l'union. Puis là, j'utilise le GPIO map qui commence, lui, au début des GPIO. J'ajoute mon décalage. Bon, là, je sais que j'ai D puis E, puis moi, je commence à F. Donc, C0X 2, 0, 0, 0, 0. Je divise par 4 parce que ben, je fais des sauts de 32 bits dans chacun. Fait que là, je divise par 4 parce que c'est un casse sur un 32 bits, plus 1 parce qu'on se rappelle que le premier pad, c'était au fond celui qui déterminait le niveau de tension. Donc, on avait un offset de 4. C'est intéressant parce qu'au niveau de l'écriture, par exemple, quand je suis en train d'écrire pads 17, là, je demande l'élément de la structure, puis je vais aller modifier, par exemple, le nombre de milliampères que je veux utiliser. Ben, je fais point drive, parce qu'il va m'offrir les différents éléments que j'avais dans ma structure. Puis ça me permet d'aller modifier directement la drive avec les valeurs sans faire des décalages. Bon, ça rend le code un peu plus lisible, ça n'a aucun impact hors de ça. Si on fait d'ailleurs une affectation avec un petit peu plus de milliampères, dans ce cas-ci, j'envoie 8 milliampères vers la sortie au lieu de 4. Puis bon, je faisais afficher l'effet sur la configuration. Je rappelle que 2, ça donnait 8 milliampères. Le maximum, c'était 12 milliampères. Ici, ça me confirme là, quand je fais la lecture directement du 32 bits puis que je l'affiche, ça me dit que j'ai maintenant mis la valeur 32. C'est maintenant tout pour le contrôle. J'espère que ça va vous permettre de faire du contrôle direct de vos entrées-sorties et d'obtenir des performances qui seront à votre goût. À bientôt dans une prochaine vidéo.